Avant tout, je pense qu'il faut être médecin. Alors, médecin du travail et médecin, il ne faut pas avoir envie de quitter le domaine médical si on veut devenir médecin du travail. C'est très important. On reste un acteur médical dans cette pratique. On garde cette relation très importante dans la consultation où on est face, alors on ne dit plus un patient, on peut dire un salarié, mais finalement c'est la même relation qu'avec un patient. Et en plus, on a cette ouverture au milieu du travail qui est très intéressante. Il faut avoir cette curiosité, à mon avis, pour apprécier le job. Ça ouvre des portes qu'on n'aurait jamais ouvertes, je pense, si on n'était pas devenu médecin du travail. Donc l'internat de médecine du travail, elle est constituée de 4 années, donc il y a vraiment une spécialisation en 4 années. La première année, maintenant c'est la phase socle, on va dire c'est une sorte d'année de présentation de la santé au travail et qui va commencer notamment par les cours de législation, c'est-à-dire qu'en médecine du travail, on a besoin d'être vraiment formé en législation et comme d'autres spécialités finalement, mais dans les autres spécialités, c'est un peu occulté parce que peut-être que les médecins ne les vivent pas au jour le jour ces problèmes-là, mais le médecin du travail oui. Et pour pouvoir agir, il a besoin de connaître la loi. En fait. Donc c'est pareil, c'est un peu rude de commencer par ça, mais c'est vraiment ça qui permet de tout débloquer parce que toutes les actions qu'on va entreprendre en tant que médecin du travail vont découler justement de ces textes de loi. Donc la première année, on a un stage en service de pathologie professionnelle, donc ça c'est nouveau, et un stage clinique en plus. Donc le fait de mettre le stage en pathologie professionnelle la première année, ça peut paraître surprenant, mais c'est très compréhensible parce que finalement on est plus encadré et on apprend plus facilement certains aspects justement légaux et certains aspects de maladie parce qu'on est encadré justement par des PU, des praticiens spécialisés qui prennent le temps de nous expliquer ça. Ensuite, la deuxième partie, donc la phase d'approfondissement, on finit 2 stages de clinique et 2 stages en santé au travail. Et là, on les fait vraiment dans les entreprises, les stages en santé au travail. Et donc cette alternance entre clinique et santé au travail, je pense que c'est tout à fait sain parce que ça nous permet d'un côté de ne pas perdre la main du point de vue médical parce que quand on est médecin du travail, on est médecin et ensuite médecin du travail. C'est important parce que le médecin du travail, même s'il n'est pas en thérapeutique, il est face à des situations d'urgence. Quand on est médecin autonome, médecin dans un service autonome, dans une boîte qui fait plus de 10 000 salariés, sur 10 000 salariés, il va y avoir des AVC dans l'année, il va y avoir des infarctus, il va y avoir des crises d'épilepsie, et ça, il faut savoir les gérer. D'accord. Donc en fait, tu fais dans ces cas-là le travail de n'importe quel interne dans le service. Tout à fait, tout à fait. Tout travail dans n'importe quel interne, donc s'occuper de la salle, prescrire les traitements, prescrire les examens complémentaires, etc. Avec, c'est ce que je disais, une petite part médecine du travail. On va, ce qui se passe, par exemple, on va nous donner plus les cas qu'on peut retrouver en médecine du travail, du genre les lombalgies aiguës, les raideurs articulaires, ce genre de choses, ou les asthmes, les asthmes notamment, parce que finalement, même l'interne en soi, il va apporter une compétence au service finalement, comme le service va lui apporter des connaissances, par exemple en pneumologie, le service il lui apprend la pneumologie en tant que telle, donc toutes les maladies pneumologiques, et les traitements, mais en plus, l'interne en médecine santé au travail va apporter au service son expertise en santé au travail. Finalement, ce choix, je l'ai eu quand j'ai fait un stage stage d'externe en pathologie professionnelle à Garches, c'est le professeur Descata. Et quand j'ai fait ce stage, j'ai vraiment été très surpris de notamment la transversalité de la spécialité. C'est vraiment une spécialité qui touche à tout, hein, dans toutes les spé, que ce soit la rhumatologie, la psychiatrie, la toxicologie, même la santé publique, vraiment très, très diverses. En toute franchise, par hasard, par un pur hasard, quand j'ai commencé médecine, ça remonte à quelques années quand même, je me souviens que le premier jour où je suis arrivé dans ma faculté, on avait un journal un peu parodique, et la première page qu'il y avait, c'était un test pour savoir quel genre de médecin on serait au final. Et on avait le choix entre, au final, les 2 extrêmes, c'était cardiologue à la Rivoisière sur Paris, et puis en dessous, on avait médecin du travail à Rouen. Et c'est vrai que du coup, malheureusement, comme beaucoup de personnes, j'avais beaucoup d'a priori sur la médecine du travail. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas déjà m'enfermer dans une seule spécialité. Il me fallait absolument quelque chose de pluridisciplinaire.
Je voulais une activité diversifiée, parce que moi, rester toute la journée à faire la même chose, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien quelque chose qui bouge un petit peu. J'avais besoin qu'il y ait beaucoup de relationnel, parce que la médecine, à mon sens, le premier geste du médecin, c'est l'écoute, c'est l'attention, c'est l'échange. C'est le premier geste thérapeutique qu'on peut faire. Et puis, si possible, avoir quelque chose qui me permette d'avoir quand même une vie de famille, puisque le travail en soi, c'est important, mais à mon sens, la vie, c'est à côté. Donc, juste quelque chose qui me permette d'avoir une vie de famille. Donc, une fois qu'on met tout ça en place, il ne reste plus grand-chose, quand même. Donc, pas d'hospitalier, la chirurgie ne me tentait pas plus que ça, la santé publique, il n'y avait pas trop de relationnel, pareil pour la biologie. Donc, il me restait médecin généraliste ou médecin du travail. Je m'orientais du coup sur médecin généraliste. Et puis j'ai eu la chance en dernière année d'avoir un couple d'amis qui était 1 an plus âgé que moi, qui avaient pris médecine du travail et qui m'ont expliqué ce qu'était le rôle du médecin du travail et quelle était leur activité. Et c'est vrai que du coup j'ai découvert une spécialité dans laquelle je me retrouvais totalement. Le fait de faire une médecine différente, plus axée sur la prévention, d'empêcher que les gens tombent malades. C'est vrai que ça faisait tout l'intérêt pour moi, et puis le fait de pouvoir se déplacer sur le terrain, de rencontrer de nombreuses personnes, de découvrir de nombreuses méthodologies de fabrication, de création, de process. Si on a l'esprit un peu curieux, c'est vrai que c'est une spécialité absolument formidable. Je suis devenue médecin du travail comme beaucoup de médecins, c'est-à-dire après avoir passé l'internat. J'ai pas particulièrement aussi bien réussi le concours sur Paris. Et je souhaitais au départ faire une autre spécialité, gastro-entérologie, mais je souhaitais aussi rester sur Paris. Donc entre la ville et la spécialité, je me suis testée à la médecine du travail pour voir 6 mois. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé de faire cette spécialité que je ne connaissais absolument pas quand j'étais externe, qui m'a valu quelques réflexions de ma famille en me disant tout ça pour ça. Mais j'ai assumé et je pense que le fait qu'ils me voient heureuse dans mon métier, tous les préjugés familiaux sont tombés très rapidement. Mon parcours est peut-être un petit peu atypique pour un médecin du travail puisque j'ai commencé par la formation de gynécologie. Et étant gynécologue, je pensais quand même que la prévention était importante. Et c'est pour ça que j'étais plutôt dans les centres de planification pour faire de la prévention des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles. Et ensuite, il y a eu la loi qui a obligé les collèges à faire de la prévention et d'éducation sexuelle. Donc pendant un certain nombre d'années, j'ai fait ça. Et après avoir fait le tour de la prévention en gynécologie, enfin le tour c'est peut-être un grand mot, mais avoir plusieurs années, j'ai décidé de faire de la prévention un peu générale. Donc c'est pour ça que j'ai passé médecine du travail. Moi je suis médecin du travail au sein d'un service interentreprise en Seine-et-Marne. Donc vous avez 2 grands types en fait hormis tout ce qui est fonction publique, vous avez 2 grands types de services santé au travail. Pour les grosses entreprises, vous avez un service autonome, donc situé au sein de l'entreprise. Et puis pour les structures plus petites, que ce soit des PME, des TPE, des petites moyennes entreprises ou très petites entreprises, je chapeaute, on va dire, à peu près 5000 salariés pour 300 à 400 entreprises. Oui, nous avons évidemment des relations avec les employeurs, c'est obligatoire, sinon on ne peut pas fonctionner. Mais on a cette indépendance, on travaille dans des lieux distincts de ceux de l'entreprise que l'on suit et c'est à mon sens plus confortable pour moi. On peut changer dans sa carrière d'entreprise et c'est ça qui est bien. Il y en a qui ont commencé à la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, donc s'occuper beaucoup des exploitants agricoles, des professions en rapport avec le monde agricole, agroalimentaire, et ils ont décidé de changer et puis hop, on se redirige vers l'aéronautique, donc plein de nouveaux risques en aéronautique, les risques hyperbares, radiatifs et tout ça, ou alors médecine maritime, ça aussi, plein de risques nouveaux, ou la médecine, ou changer complètement, revenir en du tertiaire, avec des grandes entreprises, des grandes banques, ce genre de choses. Donc vraiment, on peut changer toute sa vie de travail, et c'est pas rare d'ailleurs que les gens changent en fait, parce que on a fait, au bout de 10-15 ans, on a fait le tour, et puis on a envie de voir autre chose. L'écoute, l'échange et le relationnel. Je pense que notre profession est extrêmement axée sur le relationnel. Si on n'a pas cette capacité d'écoute et d'empathie, c'est compliqué. S'il y a suffisamment d'écoute de la part du médecin du travail, je pense que c'est très important. Souvent, les consultations se résument à beaucoup écouter ce que le salarié avait à dire, et finalement,
on dit, il n'y a pas forcément de problématique à résoudre, mais le fait d'avoir entendu la personne permet d'apaiser les choses. Mais vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de sous-entendu, de connivence entre l'employeur et le médecin. Dans la médecine du travail, j'ai remarqué avec mes stages que c'était vraiment une spécialité de relation. Il faut savoir discuter avec les gens, à les appréhender, à les comprendre, mais que ce soit les salariés, mais aussi tous les autres acteurs de la santé au travail, que ce soit l'ergonome, le psychologue, l'assistant social, tout ça. Il faut savoir travailler avec eux, il faut savoir les mobiliser. Et finalement, le médecin du travail il va devenir un peu le chef d'orchestre de la prévention dans les entreprises où il va intervenir. Donc c'est pas juste je m'occupe du salarié, je lui signe son papier et tout. Vraiment, c'est je mobilise toutes les ressources dont j'ai à mon disposition pour faire en sorte que le travail se fasse en toute sécurité et que le salarié n'y perde pas sa santé finalement. Si on a l'esprit un peu curieux, c'est vrai que c'est une spécialité absolument formidable. C'est une spécialité où on doit connaître sa clinique et un peu comme les médecins généralistes, on doit connaître un petit peu toutes les spécialités. Se mettre toujours à jour des connaissances et des dernières évolutions thérapeutiques de l'ensemble des pathologies. C'est important. Et puis c'est aussi la prise en charge d'un salarié potentiellement malade au sein d'un système de production économique. Vraiment le maître mot de la médecine du travail, c'est la prévention, que ce soit primaire au tout début, mais aussi secondaire, tertiaire. Quelqu'un qui revient d'un AVC, maintenant les gens qui reviennent d'un AVC, ils vont travailler, c'est pas fini pour eux. Pareil pour le cancer, les gens qui ont eu des cancers du sein et qui ont fait des chimios, ils reviennent travailler, ils ont envie de travailler aussi. Donc ça fait le travail, c'est une source d'épanouissement et de développement personnel. Je m'éclate en médecine du travail parce qu'en fait on touche toutes sortes de publics, beaucoup d'actions qui fait en fait c'est un métier extraordinaire. La prévention c'est très compliqué à mettre en place puisque le résultat d'une bonne prévention c'est qu'il ne se passe rien. Sauf que quand il ne se passe rien, les gens ont tendance à penser qu'on ne fait rien, ce qui est faux. Mais notre but évidemment c'est plus on fera de prévention une prévention efficace et plus on aura des salariés qui seront protégés et en bonne santé. Oui. Moi, je considère qu'un médecin du travail est un médecin avant tout et on doit promouvoir la santé en général, la santé au travail, mais la santé aussi en général. Ma pratique personnelle prend en compte tous les risques effectivement de santé publique, comme l'hypertension, le diabète. Pour ma part, c'est important. Et je pense que le médecin du travail a un rôle à jouer important, d'autant plus que l'accessibilité à la médecine générale est vraiment de plus en plus compliquée pour tout Français et tout agent SNCF, mais tout Français en général. Et il m'arrive fréquemment de prendre des tensions à des agents qui n'ont pas vu de médecin depuis 2-3 ans. Alors, on peut prescrire des examens dans le cadre de la surveillance santé au travail, bien évidemment, que ce soit des radios, des prises de sang, des dosages spécifiques sur des marqueurs spécifiques liés à des expositions, par exemple à ce qu'on appelle des CMR, des cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. On peut être amené éventuellement à prescrire des traitements, mais uniquement en cas d'urgence, bien évidemment. Moi, d'un point de vue personnel, la prescription de traitement, je ne suis pas forcément pour. Je pense que il est nécessaire que à mon sens, encore une fois, je vais parler juste pour moi, que le médecin du travail reste dans son rôle de prévention et que le soin soit pour le médecin traitant. Nous, comme je disais, avons la possibilité d'aller sur les lieux de travail et d'ouvrir toutes les portes qui ne peuvent pas nous être fermées. Ça n'est pas vrai pour les médecins de soins. Je pense que c'est important de garder le distinguo entre les deux. Ça nous permet de ne pas être jugé parti lorsqu'il s'agit de prescrire par exemple un arrêt de travail. Donc on a cette indépendance, cette indépendance-là qui, à mon sens, est importante. Qu'est-ce que ça peut être? C'est par exemple chez un modeleur, par exemple, qui réalise des maquettes, il manipule beaucoup l'argile, ce genre de choses, donc ça a beaucoup de contraintes au niveau des mains. Et voilà, hop, on descend, on descend, on prend sa voiture, on va chez lui et on lui demande de travailler comme il travaillerait normalement pendant 20, 30, 40 minutes pour voir comment il fait.
Bah, écoutez, comme je vous disais, c'est principalement... Alors, on n'a pas 2 semaines, on va dire, où on aura la même activité. On a des semaines... Moi, pour ma part, mon agenda est assez stéréotypé entre plage de consultation et plage de déplacement en entreprise, hein, puisque le médecin du travail est un médecin de terrain. Nous sommes censés nous déplacer pour voir un petit peu les différents postes et répondre aux différentes problématiques. Et du coup, je suis amené à avoir à la fois une activité, par exemple le lundi, je suis en consultation toute la journée, tout comme le mercredi. Le mardi matin, je suis en déplacement. Le mardi après-midi, en consultation. Et puis, à cela se rajoutent les participations aux différents CHSCT ou aux réunions, tout comme les débriefings des équipes pluridisciplinaires. Donc dans une consultation, il faut que je le dise tout de suite, moi j'ai eu toujours énormément de chance parce que j'ai toujours travaillé avec un confort de travail. J'ai entre une demi-heure et 3/4 d'heure, voire 1 heure si j'ai besoin, par agent. Alors on ne dit pas salarié dans la fonction publique, mais c'est la même chose. Suite à une consultation que j'ai eue avec un salarié qui m'a rapporté une problématique qui est récurrente avec d'autres salariés, et dans ce cas, je peux être amené, moi, à prendre l'initiative de me déplacer dans l'entreprise pour évaluer ce poste de travail et déterminer si oui ou non il y a un risque et quelles solutions je peux apporter. En premier, il y a le binôme infirmier-médecin du travail, qui est très important. Donc, nous avons protocolisé. Et donc, je délègue des visites infirmières de prévention et d'information avec un protocole. Ça se fait depuis 1 an. Ça se passe bien. Et puis, la pluridisciplinarité, elle ne se résume pas qu'à l'infirmière. On travaille avec les préventeurs des risques professionnels, qui à la SNCF sont au sein des établissements SNCF. Ils ne sont pas dans le service de santé au travail, mais les préventeurs sont sont rattachés au directeur des établissements. Donc on travaille avec eux. Et puis on travaille avec des psychologues. Eh bien, c'est piloter toute cette équipe-là pour, on va dire, coordonner les actions que nous menons pour nos adhérents, de façon à être sûr qu'il n'y ait pas d'action menée en double, par exemple, ou de demander à mes collaborateurs de les orienter vers les urgences, entre guillemets, ou les choses qui deviennent prioritaires, pour telle ou telle raison. Oui, tout à fait. Sur la collectivité, on a un ou une infirmière qui est dédiée à la collectivité, avec qui on travaille. Donc cet infirmier a aussi des consultations, on reçoit les salariés. Donc ça c'est important, on a des temps dédiés pour échanger avec l'infirmier à propos des cas. Donc ça, ces temps sont réservés, ils sont au moins 1 fois par an, excusez-moi, 1 fois par mois. Et donc là, ça permet à l'infirmier de nous faire part de ce qu'il a vu, entendu pendant les consultations, et au besoin, nous, de redemander une consultation derrière, si on estime que c'est nécessaire. L'infirmier en santé au travail travaille sous notre délégation, c'est-à-dire qu'on a un protocole écrit, signé de nous deux, qui me permet, moi, en tant que médecin, de lui déléguer un certain nombre de tâches qu'il est autorisé à effectuer dans le cadre de son activité de santé au travail. Donc effectivement, ce qu'on appelle la collectivité, c'est-à-dire l'ensemble des salariés pour lequel je suis le médecin du travail, est partagé avec l'infirmier en santé au travail. Le Code du travail a prévu l'ensemble des tâches qu'on peut confier à l'infirmier. Et donc, effectivement, je travaille avec Miguel, et comme je le disais tout à l'heure, on a des points très réguliers, ce qu'on appelle des staffs, pendant lesquels on se voit et on parle spécifiquement des dossiers qui peuvent lui avoir posé problème, ou moi, sur lesquels je veux avoir un retour d'information. Bah, les difficultés, c'est aussi beaucoup de... On est beaucoup confronté à tout ce qui va être précarité, souffrance humaine. Je pense qu'on est vraiment... au niveau souffrance morale, surtout. On voit beaucoup de salariés qui sont en difficulté, qui s'enlisent dans des situations qui les détruisent peu à peu, pour lesquelles on aurait pu agir. Si on avait été sollicité, si on avait vu que le salarié était venu nous voir, on aurait pu mettre des choses en place. Mais c'est vrai qu'on a affaire à beaucoup de souffrance au quotidien. Le monde du travail, c'est très anxiogène, mais dans une configuration économique où, bien sûr, en plus, la crainte, la sacro-sainte crainte du chômage est omniprésente. Donc le salarié a déjà cette angoisse de perdre son emploi. Et c'est aussi ce qui fait le fait qu'il soit un peu parfois réfractaire de nous parler de nos problèmes. Donc voilà. Et troisième chose, une chose qu'on n'apprend pas du tout à la faculté, c'est médecin du travail, il a un rôle un peu de médiateur, il est au milieu en fait entre le salarié et l'entreprise.
Donc il ne s'agit pas non plus d'être 100% pour le salarié, parce que souvent c'est délétère pour le salarié lui-même en fait. Il faut savoir dialoguer avec tous les acteurs de l'entreprise, donc le salarié, le manager, les ressources humaines, l'employeur. Et quand on a affaire à une PME de 5 personnes, c'est pas la même chose que quand on a affaire à une multinationale qui embauche plus de 50 000 personnes dans le monde. C'est pas la même chose. Et ça vraiment c'est pareil. Voilà, il faut jamais prendre parti, il faut toujours réfléchir dans l'axe de la santé des salariés, la santé et la sécurité des salariés qu'on voit tous les jours. Et ça, c'est dans l'intérêt du salarié et de l'entreprise en fait. Donc voilà, donc en plus de l'aspect transversal, cet aspect relation humaine en fait, qu'on retrouve beaucoup moins dans d'autres spécialités et encore moins à l'hôpital en fait, parce qu'à l'hôpital on est un peu dans le service en fait. Il y a certains services qu'on doit rendre aux patients et malheureusement on n'a pas le temps d'entretenir cette relation humaine avec son patient. Enfin, ce que je veux dire aussi pour ceux qui aiment découvrir des choses qu'ils n'ont jamais vues, parce que finalement il y a beaucoup de domaines dans lesquels on ne voit pas pendant les études de médecine et qu'on découvre en santé au travail. Et que ce soit l'ergonomie en fait, vraiment l'ergonomie c'est quelque chose qu'on n'aborde jamais dans les études de médecine et pourtant qui est un aspect primordial parce que l'ergonomie c'est l'étude, l'analyse des conditions de travail, mais que ce soit en termes biomécaniques mais autres aussi en termes de conditions. Et voilà, par exemple c'est une grande discipline qu'on connaît très peu en tant que médecin, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi finalement la santé publique aussi, parce que le médecin du travail, il a un rôle aussi en termes de santé publique, puisque c'est un acteur de prévention. Et enfin, pour ceux qui aiment des choses un peu plus poussées au niveau scientifique, on a tout un grand domaine de la toxicologie qui est toujours en développement. Finalement, la médecine du travail aussi, voilà, un peu pour terminer, la médecine du travail, c'est une spécialité qui évolue en permanence, en fait, parce que le monde du travail évolue en permanence. Donc, c'est ce que je disais, si vous n'avez pas envie de vous ennuyer, c'est la meilleure des spécialités, parce que finalement, les nouveaux risques infectieux, par exemple, ils ne sont pas très élevés. Enfin, il y a quelques nouveaux micro-organismes qui apparaissent de temps en temps, mais c'est vraiment peu comparé à l'évolution du monde du travail. Là, maintenant, ce qu'on va arriver, c'est sur la réalité virtuelle, qui n'existait pas avant, sur les machines d'impression 3D et les nanotechnologies, sur des nouveaux même niveaux logistiques dans les conditions de travail, par exemple avec l'exemple des entrepôts géants et la façon dont on va chercher les colis au bon endroit de façon un peu téléguidée par des lunettes, ce genre de choses. C'est des nouvelles façons de travailler qui n'existaient pas avant et qui arrivent, qui sont déjà là et dont il faut prendre en charge parce que ces nouvelles façons de travailler arrivent avec de nouveaux risques et ces nouveaux risques, il faut les étudier, il faut les comprendre pour pouvoir faire en sorte que les salariés qui en ont besoin soient bien encadrés et soient au travail en sécurité sans que ça nuise pour leur santé. D'accord. On évoque également des aspects, dans l'intérêt de prendre cette spécialité, les 35 heures, la grille de salaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on est en vrai manque de médecins du travail, donc trouver du travail en tant que médecin du travail, il n'y aura jamais aucun problème, parce qu'on manque de médecins du travail partout. Le médecin du travail, c'est un médecin, encore une fois, et donc il est soumis au secret médical, comme tous les autres médecins finalement. Et en plus de celui-là, il a le secret professionnel, parce qu'il est dans l'entreprise, il connaît des secrets de l'entreprise, et ça aussi, ça fait partie de la confidentialité qu'il doit respecter. La loi garantit l'indépendance du médecin du travail. En effet, même si on est salarié de l'entreprise, on ne peut pas être viré comme ça. S'il y a un processus de licenciement qui est engagé par l'employeur parce qu'il dit que vous commencez un peu trop à l'énerver, à demander des aménagements par-ci par-là et que ça lui coûte cher, il ne peut pas vous licencier comme ça. Vous êtes un salarié protégé et il faut l'aval non seulement du comité d'entreprise, ce genre de choses, mais aussi de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail. Et ça, c'est quand ça se passe bien, parce qu'on en a, puis on a même des employeurs parfois qui nous balancent tous les gros préjugés que nous avons sur la médecine du travail, qu'on est des sous-médecins incompétents, qu'on a raté médecine, qu'on passe notre temps à faire des BU et des tensions pour mettre un coup de tampon, et puis tristoun dans notre bureau à enchaîner les consultations et ne pas bouger de notre bureau toute la journée.
Moi, je ne me retrouve pas du tout dans cette description, bien évidemment. Le médecin du travail, c'est un médecin indépendant. Voilà, on n'a aucun parti pris, que ce soit vis-à-vis du salarié ou vis-à-vis de l'employeur. Et ça, c'est extrêmement important. On est un regard extérieur, ce qui permet souvent de démêler un peu les conflits en apportant une vision externe. Mais voilà, pour arriver à démêler un peu ces préjugés, ça nécessite quand même un peu de tact et puis de savoir comment aborder la personne qu'on a en face. Et c'est vrai que c'est vraiment énormément de relationnel. Pour garder toute sa crédibilité, sa légitimité de médecin du travail, pour ne pas être tiré d'un côté ou de l'autre, côté direction, côté syndicat, et rester neutre dans son métier et avoir bien un ancrage de médecin du travail, c'est important pour moi de parler médecin. Et de garder son expertise médicale, et tant sur le plan lors des institutions, lors des réunions telles que les CSE, mais également dans les écrits des restrictions médicales. La particularité, je pense qu'il faut qu'ils comprennent très rapidement que nous sommes complètement indépendants, que notre activité n'est pas dictée par leur employeur. Ça, c'est primordial. Si jamais ils ont un malentendu, ils supposent qu'il y a une connivence entre l'employeur et leur médecin du travail, là le lien de confiance n'est pas établi et ça va être compliqué la relation. La chose importante, c'est qu'il ait en tête le rôle de la santé au travail. C'est-à-dire qu'il sache à quel moment il peut faire appel au service de santé au travail. Alors, plus largement que le médecin, hein, les autres intervenants aussi, mais souvent les gens n'ont pas de notion, ne connaissent pas ce fonctionnement-là. Donc c'est fréquent que dans la consultation, on soit amené à rappeler quels sont les types de visites auxquelles il peut prétendre. Au-delà des visites périodiques, tout le monde connaît les visites périodiques. Je vais chez le médecin du travail tous les X années, mais souvent ils ne connaissent pas les visites intermédiaires auxquelles ils ont droit. Donc, à mon avis, c'est ça, ce sur quoi il faut insister pour que les gens sachent, après, nous faire appel si c'est nécessaire lorsqu'il y a problématique. Oui, bah, heureusement, le médecin du travail, il est le conseiller du salarié et de l'employeur. Donc, heureusement que l'employeur a des attentes du médecin du travail. Parfois, il y a une incompatibilité, enfin une incompréhension plutôt. Parfois, il y a une incompréhension entre les attentes, mais c'est pour ça, pour moi, la communication est très importante entre, évidemment, salariés et médecins du travail, mais aussi employeurs, pour mieux faire connaître aussi le métier et le champ d'action du médecin du travail auprès de l'employeur. Parce que on s'aperçoit que l'employeur, alors nous dans notre entreprise, c'est plusieurs directeurs d'établissement, ne connaissent pas réellement quel est notre métier. Et donc du coup, c'est important de faire de la promotion, d'expliquer qu'est-ce qu'est la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Et ils ont tendance à nous stigmatiser. Déjà, généralement, c'est des réévaluations des conditions de travail, principalement. Parce qu'encore une fois, que ce soit le salarié pour lui, sa santé, le délégué du personnel pour la préservation de la santé des salariés, ou même l'employeur, puisque, il ne faut pas se mentir, un salarié qui est en bonne santé, on va dire que c'est un salarié, même si je n'ai pas le terme, qui est productif. Donc c'est vraiment de pouvoir réévaluer les conditions de travail, de voir comment on peut protéger davantage et faire en sorte que les gens soient à la fois en bonne santé et épanouis au travail. Alors même si l'épanouissement personnel au travail, ça reste quand même plus du rôle du manager, on va dire, que de la médecine du travail. Donc on peut leur dire, quand ils franchissent éventuellement la barre, quand là ça part un peu à volo et qu'il faut recadrer. Je pense par exemple, moi, dans ce sens-là, le principal recadrage que je fais, c'est sur le télétravail. Les gens qui commencent leur journée de boulot chez eux, sur leur portable professionnel ou sur leur ordinateur professionnel et qui, à 7 heures avec le petit-déj, sont déjà en train de bosser. Là, il y a un risque. Donc là, on essaye de recadrer, d'insister sur le droit à la déconnexion, par exemple. Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres.